Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer. Bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour l'émission Radio de l'Europe Directe de Strasbourg. Vous pouvez nous écouter sur Radio Judaïka Strasbourg, RCF Alsace et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes habituelles. Alors aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir dans les studios de Radio Judaïka Birte Wassenberg, spécialiste de l'histoire européenne contemporaine, professeure à l'Institut d'études politiques de l'Université de Strasbourg. Elle est titulaire d'une chaire Jean Monnet en intégration européenne et directrice du Centre d'excellence franco-allemand Jean Monnet. Dans son ouvrage « Histoire du Conseil de l'Europe, 75 ans de coopération européenne », Birte Wassenberg nous offre une plongée détaillée dans l'évolution de cette institution pionnière, créée en 1949 pour défendre la démocratie, les droits humains et l'état de droit à travers le continent. Nous vous proposons donc au fil de cette interview de découvrir cette institution trop souvent méconnue du public qui vit à l'ombre de l'Union européenne et qui a pourtant su répondre aux défis majeurs qui ont jalonné les 75 ans d'histoire du Conseil de l'Europe pour protéger les droits de l'homme en Europe. Bonjour Madame Wassenberg. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour débuter cet échange, pourriez-vous nous rappeler ce qu'est, parce qu'il y a beaucoup de confusion, ce qu'est le Conseil de l'Europe et surtout ce qu'il n'est pas, en quoi il se distingue de l'Union européenne? Voilà, c'est une question qui revient fréquemment, même auprès des étudiants qui sont spécialisés en relations internationales, chez moi à Sciences Po. Donc, en fait, je dis toujours, le Conseil de l'Europe est bien la première organisation européenne qui est née à Strasbourg, avec le siège à Strasbourg en 1949, et qui est issu du processus de l'idée européenne, qui était discutée beaucoup déjà dans l'entre-deux-guerres, mais qui n'a pu se matérialiser que uniquement au moment après la Deuxième Guerre mondiale. Et cette organisation avait pour but de protéger ces trois valeurs que vous avez déjà mentionnées, c'est-à-dire le droit de l'homme, état de droit et démocratie. Et elle était a priori prévue pour être l'unique organisation européenne. Sauf que pour la mettre en place, il y avait deux options. Soit, selon les fédéralistes, ils voulaient créer une fédération européenne, donc une Union européenne, qui avait déjà un pouvoir supranational, qui pourrait même remplacer les États. Ou alors mettre en place une organisation européenne un peu plus intergouvernementale. Les représentants de la première option, c'était les Français, les Belges, les Italiens, les fédéralistes à l'époque. Et de l'autre option, c'était les Britanniques et aussi les pays scandinaves. Et en fait, de cette dispute initiale sur comment réaliser l'intégration européenne est née une organisation qui est plutôt intergouvernementale et qui a déçu, du coup, les fédéralistes qui, eux, voulaient aller au-delà de cette organisation intergouvernementale. C'est pour cette raison-là que la dynamique de la création de l'Union européenne, qui commence en 1950, donc déjà un an après, avec le plan Schuman, le 9 mai, où ils annoncent de créer une petite Europe, c'est-à-dire une Europe de charbon et de l'acier, qui a toute une autre approche, mais qui a comme but de créer une fédération européenne et fait en quelque sorte par déception aussi ou par opposition au Conseil de l'Europe. C'est là, parce qu'il n'y aura pas le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni sera membre du Conseil de l'Europe. Par contre, pas de cette mini-Union européenne, on va pour simplifier au départ. Exactement. Il n'y a pas le Royaume-Uni et il n'y a pas les pays scandinaves. Et donc, j'appelle ça la petite Europe. Et le Conseil de l'Europe, j'appelle toujours dans mon livre la grande Europe parce qu'elle réunit toujours plus d'États membres que l'Union européenne. Donc, de la CECA, il y a une évolution vers après la CE en 1957. Ensuite, en 1992, on crée l'Union européenne. Et les deux organisations coexistent dans l'histoire. Et je dis toujours à mes étudiants qu'il ne faut pas oublier que l'intégration européenne n'est pas l'histoire que de l'Union européenne. Il y a d'autres organisations européennes, il y en a encore d'autres que le Conseil de l'Europe. D'ailleurs, comme par exemple l'OSCE ou l'OU, par exemple, qui n'existe plus. Donc il y a plein d'organisations européennes. Il y a une architecture d'organisations européennes qui se met en place entre 1945 et 1960, et dont les deux principales sont le Conseil de l'Europe et la CE, et qui se font parfois aussi
concurrence. Donc ça, il faut... Ça, vous le développez dans votre livre. C'est vraiment une des difficultés pour le Conseil de l'Europe, c'est comment il survit, comment il vit avec l'Union européenne en face et surtout comment ils collaborent ensemble. Quelles seront les premières réalisations du Conseil de l'Europe, la première chose qu'il va le réaliser? Donc, je pense qu'évidemment, la première et la plus importante jusqu'à aujourd'hui, c'est en 1950, la signature, l'adoption de la Convention européenne des droits de l'homme, qui a donné naissance ensuite à la mise en place d'une Cour européenne des droits de l'homme qui aujourd'hui presque plus reconnue que le Conseil de l'Europe, alors que je dis toujours que la Cour est une institution du Conseil de l'Europe. Elle n'est pas indépendante. Donc la Convention européenne des droits de l'homme est vraiment la convention phare du Conseil de l'Europe. Mais il y a d'autres conventions, comme par exemple en 1954, la Convention culturelle européenne, qui me paraît aussi importante, parce qu'elle a mis l'accent sur quelque chose que l'Union européenne ou la Communauté européenne a négligé pendant longtemps, c'est-à-dire la coopération en matière de culture, la question de l'identité européenne, la question aussi de l'éducation européenne. Ce sont des domaines de coopération dans lesquels la Communauté européenne s'est pas investi beaucoup jusqu'aux années 90. Jusqu'à Maastricht. Mmh. Et donc, je pense que on peut mentionner ces deux conventions au départ et ensuite, on peut constater au fur et à mesure du développement de l'histoire du Conseil de l'Europe que le Conseil de l'Europe a développé des conventions dans tous les domaines d'intervention de la politique. On dit qu'il y en a à peu près 220, je ne les connais pas toutes. Il y a à peu près 220. Et puis, il y a... et ça évolue... alors, ça dépend si on compte aussi les accords partiels, etc. Mais il y a, disons, plus de 200 conventions du Conseil de l'Europe. Par exemple, pour juste citer un exemple où le Conseil de l'Europe est pionnier, c'est par exemple l'environnement. En 1979, ils adoptent la Convention de Berne, qui est pour la protection de l'environnement, de la nature, la biodiversité. Et cette convention-là, elle est faite bien avant que la Communauté européenne s'investisse dans ce domaine-là. Donc très souvent, c'est un exemple, mais c'est très souvent, il y a ce mécanisme où le Conseil de l'Europe développe d'abord une convention et qui est reprise ensuite par l'Union européenne. Et quand l'Union européenne fait quelque chose, une directive dans ce domaine-là, elle est souvent plus reconnue ensuite puisque le droit européen est plus efficace en termes d'application ou de mise en œuvre et que l'Union européenne... On n'est plus dans du droit international. Exact. Le Conseil de l'Europe, c'est du droit international. Exact. L'Union européenne, c'est déjà du droit... c'est pas la même chose, ça s'intègre très vite dans le droit national. C'est ce que vous appelez l'âge d'or, en fait, du Conseil de l'Europe. Cette période-là, c'est ce qui fait l'âge d'or du Conseil de l'Europe. C'est le moment où il est assez dynamique. Et après, il y a une période un peu plus de stagnation qui est aussi liée à la crise que j'ai redécouvert dans votre livre, la crise qu'il y a eu avec la Grèce. Oui, alors l'âge d'or que j'ai identifié jusqu'en 1969, c'est le moment où la Grèce quitte le Conseil de l'Europe parce qu'il y a eu un coup d'État en 1967 et que la Grèce n'est plus une démocratie. Donc, elle ne remplit plus les conditions pour être membre du Conseil de l'Europe. Donc, il y a une longue période d'agitation au Conseil de l'Europe de savoir comment faire avec la Grèce parce qu'elle ne part pas en 67. Donc, d'abord, il y a des requêtes qui sont introduites par un certain nombre d'États membres auprès de la Cour européenne des droits de l'homme disant que la Grèce... Oui, c'est quelque chose que aussi vous développez bien dans votre ouvrage, c'est ces requêtes interétatiques. En fait, exact. Les États peuvent se retourner contre d'autres États. Les États peuvent se retourner contre d'autres États et on fait une sorte de jeu géopolitique avec l'usage de la Cour. Et donc, ils font ces requêtes pour dénoncer la Grèce. Ils disent, voilà, ils ne respectent plus les droits de l'homme. Et ils font pression de cette manière sur le comité de ministres qui hésite à expulser la Grèce. Et en fait, il y a aussi l'Assemblée parlementaire, c'est le deuxième acteur qui est souvent très proactif pour imposer des sanctions à des États qui ne respectent plus. Et c'est aussi ce qui fait, pour essayer de dire un peu la confusion avec l'Union européenne, c'est qu'il y a une Assemblée parlementaire au Conseil de l'Europe qu'on confond un peu avec le Parlement européen de l'Union européenne. Oui, alors là, c'est toute la tragédie du Conseil de l'Europe parce que l'Assemblée parlementaire, c'était justement, même pour les fédéralistes, c'était le bijou
du Conseil de l'Europe. Ça n'existait pas. C'était la première dans toute l'histoire de l'Europe, et c'est très innovateur parce qu'on crée une organisation européenne où il y a une représentation, non pas des gouvernements, mais des parlements. Donc c'est très démocratique. Et donc cette assemblée parlementaire, elle se fait concurrencer ensuite par le Parlement européen. Pas tout de suite, parce qu'en fait, là où le Parlement européen va avoir beaucoup plus d'impact et de visibilité, c'est après les élections au suffrage universel direct. À partir de 79, exactement. Donc, en fait, pour la Grèce, donc, l'Assemblée a suspendu les droits de la délégation grecque à l'Assemblée comme sanction et a fait de la pression jusqu'au moment en 69 où vraiment, il n'était plus possible de maintenir la Grèce dans le Conseil de l'Europe. Et le comité de ministres était juste avant une décision et à prendre donc pour expulser la Grèce, mais ils se sont arrangés en fait avec les autorités grecques qui se sont retirées avant que le comité de ministre, avant le vote, et donc du coup ils se sont retirés et ils n'ont pas été expulsés et ils ont pu réintégrer en 74 le Conseil de l'Europe une fois que la démocratie était rétablie. Après, on va se retrouver avec la période où Gorbatchev visite le Conseil de l'Europe. Il va faire une allocution devant cette assemblée parlementaire. Et cette phase de la chute du mur, où cette fois-ci, c'est la renaissance du Conseil de l'Europe, mais sur d'autres bases, puisqu'il faut intégrer tous ces pays qui demandent à faire partie du Conseil de l'Europe. Oui, alors si je peux juste faire un peu remplir le vide entre 69 et 89, c'est qu'il y a pas eu d'âge d'or, il y a eu des problèmes dans cette période pour le Conseil de l'Europe, puisqu'il se fait de plus en plus concurrencier justement par la Communauté européenne. Notamment aussi, ça je le développe dans le livre, parce que le Royaume-Uni rejoint la Communauté européenne, parce que le Royaume-Uni était le pays qui avait défendu cette modalité intergouvernementale de fonctionnement du Conseil de l'Europe. C'est Churchill qui est quand même à la base aussi du Conseil de l'Europe. Churchill était à la base du Conseil de l'Europe. Bon, il ne voulait pas non plus une fédération, mais cette décision du Royaume-Uni, pour des raisons principalement économiques, de rejoindre la Communauté européenne, déstabilise aussi le Conseil de l'Europe. Et donc, ils sont en permanente recherche de leur rôle dans l'intégration européenne à partir de 72, à partir de la fin des années 60. Et en fait, avec l'accroissement des compétences de la Communauté européenne, qui commence aussi avec, à partir de 85, quand Delors devient président de la Commission et il propose le marché unique. Donc la Communauté européenne, elle s'élargit aussi, elle s'élargit de plus en plus. Il y a les pays méditerranéens qui vont aussi se joindre en 87 à la Communauté européenne. Le Conseil de l'Europe peine à se différencier et à peser sur les affaires européennes. Et donc, cette chute du mur, ça vient comme un cadeau pour le Conseil de l'Europe. À l'époque, c'était Catherine Lalumière qui était secrétaire générale du Conseil de l'Europe. Elle avait une vision très lucide de comment valoriser le Conseil de l'Europe. Donc, avant la chute de mur même, elle avait compris que c'est au Conseil de l'Europe d'agir comme un médiateur ou un réunificateur de l'Europe de l'Est et de l'Europe de l'Ouest. Et donc, elle a fait des visites d'État dans les pays communistes et aussi à l'Union soviétique. Et donc, le Conseil de l'Europe a préparé, même avant la chute du mur, et Gorbatchev est venu avant la chute du mur. 88, oui. C'était en 88. Et où il a prononcé ce fameux discours sur la maison commune européenne. Et ça, le Conseil de l'Europe l'a saisi, Catherine Lalumière aussi, pour dire, voilà, nous, on est l'organisation européenne parfaite pour accueillir les pays d'Europe centrale et orientale chez nous. Et Jacques Delors, il est aussi venu au Conseil de l'Europe et il s'est exprimé. Et là, il a dit, il y avait concurrence avant, mais il a dit, bon, il y a complémentarité entre nos deux organisations parce que nous, on est occupés avec notre intégration, approfondissement, on fait un marché unique, on veut... Fait l'euro. On est sur la voie vers l'unification monétaire. On ne peut pas intégrer tout de suite les pays d'Europe centrale et orientale. Et donc, le Conseil de l'Europe a d'abord développé un statut d'invité spécial. Et le premier pays qui avait bénéficié de ce statut, c'était l'Union soviétique. Pour dire que tout ça, ce n'était pas possible sans
aussi l'aval de l'Union soviétique avant la chute du mur. Hein. Et ensuite, une fois que nous avons la mise en place des nouvelles démocraties, des pays, les premiers pays, c'est la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, qui ensuite se scinde en deux et qui doit se réintégrer encore une fois dans le Conseil de l'Europe. Donc il y a une vague, plusieurs vagues d'élargissement qui, encore jusqu'à aujourd'hui, dépassent largement les vagues d'élargissement de l'Union européenne. Parce qu'il y a On va arriver à 47 États membres. On passe de 23 à 47. Hein, et dans les pays, et ça c'est très important, alors il ne faut pas oublier aussi que dès le départ, presque dès le départ, très important, la Turquie est presque pays fondateur. Pas fondateur, mais en 1950, la Turquie rejoint le Conseil de l'Europe. Et donc, la Turquie fait quand même une grande différence par rapport à l'Union européenne. Et il y a aussi, il n'y a pas seulement les pays d'Europe centrale et orientale, ou les pays baltes, qui sont aussi aujourd'hui membres de l'Union européenne, mais il y a beaucoup de membres de l'ex-Union soviétique, quand l'Union soviétique éclate, y compris la Russie, hein, mais aussi les pays du Caucase, Géorgie, Azerbaïdjan, Arménie, qui font partie du Conseil de l'Europe, et aussi tous les pays balkaniques. Qui étaient en conflit à ce moment-là. Qui étaient en plus en conflit. C'est pour ça que ça s'est un peu retardé, parce que le Conseil de l'Europe a développé beaucoup de relations avec la Yougoslavie. C'était le premier pays communiste qui avait signé une convention avec le Conseil de l'Europe en 87. Et donc, en fait, ça aurait été logique que les pays balkaniques rejoignent même avant les pays de l'ex-Union soviétique, mais ça ne s'est pas fait parce qu'il y avait la guerre qui a un peu retardé. Alors, en fait, pour résumer, donc, le Conseil de l'Europe devient une sorte de passage obligé pour ceux qui veulent faire partie de l'Union européenne. On prépare, on se démocratise, on aide à démocratiser. Et ça change un peu aussi donc l'image ou le rôle du Conseil de l'Europe qui devient une sorte, et vous le dites dans votre école de formation démocratique, c'est à ce moment-là où le Conseil de l'Europe change un peu de paradigme, on n'est plus un club de pays démocratiques, on prépare à la démocratie. Alors ça a suscité un grand débat. Cette notion d'école de la démocratie, l'école de la démocratie, parce qu'en fait, il y avait cette opposition entre école de démocratie et club de démocratie. Et le passage vers l'école de démocratie ne s'est pas fait sans problème. Parce qu'en fait, c'était au moment où la Russie a fait la demande d'adhésion en 92. Il y a eu des opposants qui ne voulaient pas admettre la Russie parce qu'elle ne respectait pas les règles de la démocratie, l'état de droit, le respect des droits de l'homme. Et en plus, il y avait la guerre de Tchétchénie, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'était quand même pas évident d'admettre la Russie au Conseil de l'Europe. Géopolitiquement, tout le monde était d'accord qu'il fallait les admettre pour éviter la déstabilisation de la Russie, mais il y a quand même une différence entre la géopolitique et entre le respect des valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe. Donc, il y a eu des grands débats très intéressants en 92-94 sur qu'est-ce que c'est l'Europe et jusqu'où on peut aller pour intégrer, déjà en termes de géographie. Est-ce que le Kazakhstan peut aussi rejoindre le Conseil de l'Europe? Très intéressant. Quels sont les critères de l'européanité? Ça, c'est le premier débat. Et le deuxième débat, c'est est-ce qu'on peut admettre un pays qui est, disons, pas tout à fait prêt à rejoindre, et si on met des conditions, si on met en place du monitoring par la suite, etc. On était un peu dans cette idée de mieux vaut inclure qu'exclure, c'est ça? C'est exactement ça. Et donc, c'est à partir de 96, au moment où la Russie a rejoint le Conseil de l'Europe, c'était un peu devenu la devise du Conseil de l'Europe, sur laquelle on est en train de revenir aujourd'hui, où il y a eu les problèmes, où on a des graves... On rediscute de ces deux notions. C'est ce que vous développez un peu par période, mais en gros, si on reprend la Russie, on voit que la Russie est déjà problématique au départ et que finalement, dès le départ de son adhésion, il y a eu des difficultés, puisqu'il y a eu, comme vous l'avez dit, la guerre en Tchétchénie, la deuxième guerre en Tchétchénie, etc., puis la Géorgie, etc. Donc la Russie a posé beaucoup de problèmes avant son exclusion. C'est pas juste une exclusion. L'exclusion, elle est avec l'Ukraine, mais en gros, depuis déjà une vingtaine d'années, il y avait des difficultés. Oui, il y avait des difficultés. Alors, les difficultés venaient du fait aussi qu'avec l'adhésion de la Russie, on a d'autres pays de l'ex-Union soviétique, on a importé des
des disputes territoriales entre certains pays. Vous avez mentionné la Géorgie, la Russie, il y a aussi la Moldavie, il y a le Haut-Karabakh. Donc, c'est des questions qui donnent lieu à des conflits, parfois des conflits armés, et qui deviennent du coup des conflits internes au Conseil de l'Europe. Et donc, ça donne lieu à une multiplication aussi des requêtes interétatiques auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça met, en fait, à partir de 2014, de toute façon, avec l'annexion de la Crimée, disons ça mais déjà avant, pour la Tchétchénie, ça donne lieu régulièrement à des réactions de l'Assemblée parlementaire qui suspend les droits de la délégation russe. Donc, c'est vrai que la Russie a été problématique dès le départ et tout au long de son adhésion. Mais à côté de ça, il y a cette Cour européenne des droits de l'homme qui finalement va continuer à se développer, à être vraiment, on va dire, le cœur de ce qu'est le Conseil de l'Europe, et va continuer à se développer, va continuer à condamner la Russie, à condamner la Turquie. Pouvez-vous nous expliquer un peu finalement cette Cour européenne des droits de l'homme, comment elle s'est développée, surtout concrètement, comment elle influe sur nos sociétés? Alors moi, je ne suis pas juriste, donc quand j'ai écrit mon livre, j'ai eu du mal en fait, je cherchais à voir le développement historique de la Cour, alors que quand je voyais des ouvrages, c'était souvent les arrêts et les articles, qu'est-ce que protège la Cour. Vous en citez quelques-uns qui sont très intéressants. Oui, alors j'ai dû me familiariser avec les arrêts de la Cour et avec le développement, mais j'ai pu constater, alors la Cour elle-même, en tant qu'institution, s'est vraiment consolidée énormément. En 1999, elle devient permanente. Elle est aussi aidée par un commissaire européen aux droits de l'homme. Et donc aujourd'hui, elle siège en tant qu'institution permanente à Strasbourg. Ce n'était pas le cas au départ. Le premier combat pour la Cour, c'était en fait déjà de faire respecter le fait qu'elle puisse avoir une sorte d'autorité supranationale sur les États pour être une autorité suprême en matière de droits de l'homme et qu'elle puisse aussi se prononcer sur des arrêts individuels. Même la France a eu du mal à accepter cela, donc ils ont ratifié ces 2 articles de la Convention. Il faut rappeler qu'elle peut être saisie par les individus et ça, au départ, la France n'était pas spécialement pour, notamment, vous l'indiquez brièvement, mais notamment à cause de la guerre en Algérie, elle avait un peu peur. Tout à fait, et c'était aussi De Gaulle, parce que De Gaulle n'aimait pas la perte de la souveraineté. Donc, tant que De Gaulle était là, c'était que quand Pompidou il arrive au pouvoir, ça devient possible que la France adhère pleinement à la Cour, pas à la Convention, hein, mais au mécanisme de contrôle, c'est-à-dire au fonctionnement de la Cour. Donc, la Convention, elle se met en place en 50, la Cour qu'en 59. Parce qu'il fallait un certain nombre d'États membres qui acceptent ces 2 principes. Moi, en tant que citoyen européen, je peux aller directement devant une organisation, enfin une institution européenne, la Cour, pour réclamer mon droit humain. Ça, c'est unique. Et faire condamner mon propre État. Et faire condamner mon propre État. Ça, c'est unique. Les États... les requêtes interétatiques, c'est le 2e volet, qui ne s'est pas beaucoup développé. Il y avait les premiers cas un petit peu sur l'IRA, le conflit entre l'Irlande et le Royaume-Uni, mais sinon, il n'y en avait pas beaucoup des requêtes interétatiques. Mais il y a le développement des arrêts individuels. Et c'est là où la Cour développe peu à peu une jurisprudence, si je peux dire comme ça, sur qu'est-ce que ça veut dire la protection des droits de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire et ça évolue et c'est ça, en tant qu'historienne, je peux l'apporter ça comme plus-value par rapport aux juristes. En fait, ils interprètent de plus en plus strictement cette convention et l'égalité, par exemple, ça devient une égalité aussi pas seulement entre les êtres humains, mais entre les homosexuels, entre les hommes et femmes. Donc, comment on interprète l'égalité, comment on interprète la non-discrimination, tout ça, ce sont des questions juridiques, mais ce sont aussi des questions qui évoluent avec l'évolution de la société. Et donc, c'est là où la plus-value de la Cour, elle est là. Et aujourd'hui, il y a plus de 20 000 requêtes individuelles par an traitées par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça, en soi, montre son succès. Et on pourrait même dire que c'est au détriment aussi des Russes aujourd'hui, parce que les citoyens russes se plaignaient souvent. Il y avait notamment Navalny qui s'était porté devant cette Cour. Oui, la Cour a condamné la Russie pour ce cas. Mais c'était un des arguments pour garder la Russie le plus longtemps possible dans le Conseil de l'Europe, parce qu'on disait que, au moins de l'intérieur, les citoyens russes peuvent encore aller devant la Cour. Mais après, il y a cet aspect controversé, si on veut aller au bout de la Cour, c'est l'exécution des arrêts.
La difficulté aujourd'hui, ça peut aussi être que des États refusent d'appliquer les décisions de la Cour, et elle est aussi contestée des fois par l'intérieur, par l'opinion publique, par des politiques qui remettent en cause leur souveraineté par rapport à la Cour. Oui, alors ça, c'est ce que j'ai montré dans l'histoire pour mon habilitation, donc pour le premier livre jusqu'en 2013, c'est que la Cour a réussi à justement se faire respecter par les États. Et le Royaume-Uni, c'était parmi les premiers pays qui avaient beaucoup de recours et qui ont respecté et qui ont mis en œuvre les arrêts. Mais en fait, dans les dernières 25 années, donc c'est la dernière période que je complète dans mon nouveau livre, 2009 jusqu'à aujourd'hui, on constate une remise en cause de l'autorité, de l'autorité de la Cour. Et ce ne sont pas que les pays comme la Russie. Il ne faut pas se tromper. Il y a aussi la Pologne, il y a aussi le Royaume-Uni aujourd'hui qui remet en cause l'autorité de la Cour et qui refuse, qui ne voit pas pourquoi il devrait respecter un tel arrêt de la Cour. Donc ça, c'est très dangereux. Parce que si les États ne jouent plus le jeu, la Cour ne pourra plus fonctionner parce qu'en plus, il n'y a pas de possibilité de sanction financière ou autre qu'elle a. Elle a juste ce contrat moral, enfin, sa souscription sous la Convention. Il pourrait juste y avoir de nouveaux recours d'autres individus parce qu'ils estiment toujours être lésés, des condamnations, mais sans réparation. Pour conclure, c'est vrai que finalement, votre livre, il détaille bien toute cette histoire. Il rappelle beaucoup de choses. On pourrait y passer beaucoup de temps. Mais si on devait conclure, parce qu'on a parlé des conventions, on a parlé de beaucoup de choses, mais finalement, vous, en dehors de la Cour, quel serait, je dirais, l'instrument ou un des éléments du Conseil de l'Europe, vous, personnellement, que vous voudriez mettre en avant? Est-ce que c'est le commissaire aux droits de l'homme? Est-ce que c'est le contrôle, ce qu'on appelle de suivi qui est fait sur les États? Est-ce qu'il y a quelque chose ou une convention qui vous paraît particulièrement intéressante? Alors, moi, je voudrais citer 2 exemples qui ne sont pas très bien connus et qui me paraissent importants, même s'ils n'ont peut-être pas beaucoup de moyens. Il y a d'abord, déjà en 1972, le Centre européen de la jeunesse qui a été mis en place, qui fait un travail sur avec les jeunes qui ont un pouvoir de cogestion pour l'interculturel, pour aussi la médiation quand il y a des parties conflictuelles qui se rencontrent. Je trouve qu'il fait un travail extraordinaire qui n'est pas connu. Ils n'ont pas beaucoup de moyens et que je trouve vraiment important parce que c'est la jeunesse qui fera l'Europe et donc c'est à partir des jeunes qu'il faut travailler. Ils font beaucoup dans la réconciliation avec l'ex-Yougoslavie, ils ont aussi beaucoup travaillé là-dessus. Exactement, ils ont un grand travail là-dessus, ils ont des spécialistes, ils font des formations et puis ils ne font pas pour les jeunes, ils font avec les jeunes et ça me paraît important. Deuxième exemple que je voudrais citer, c'est un peu plus récent, c'est l'Observatoire sur l'enseignement de l'histoire. Donc j'ai travaillé avec eux les dernières 2-3 années, un nouveau accord partiel du Conseil de l'Europe et qui travaille sur comment enseigner l'histoire en Europe et comment maintenir un enseignement de l'histoire qui soit compatible avec nos valeurs fondamentales. Et c'est, à mon sens, aussi très important parce que on voit aujourd'hui, je suis historienne, c'est pour ça que je le mentionne aussi, on voit aujourd'hui quand même une déformation de l'enseignement de l'histoire dans certains États pour mettre en avant l'histoire nationale, pour déformer l'histoire, pour des buts nationalistes parfois. Et c'est un bon contrepoids. Et donc, c'est la même manière, n'a pas beaucoup de poids en termes financiers et peut-être n'est pas très connu, mais je trouve que le travail est extrêmement important. C'est vrai que c'est un nouvel accord et c'est porté par M. Lamassoure, je crois. Voilà, il pilote ça et donc ils ont fait, j'ai travaillé avec eux pour une exposition sur le développement de l'enseignement de l'histoire au Conseil de l'Europe et je pense que leur travail est vraiment très important. Merci Madame Wassenberg pour tous ces éclairages sur le Conseil de l'Europe. Donc à travers votre ouvrage, nous comprenons mieux donc les défis, les succès, mais aussi les crises qui ont jalonné cette vie, cette histoire du Conseil de l'Europe. Merci encore pour le temps que vous nous avez accordé. Je rappelle que l'on peut retrouver donc votre ouvrage pour connaître plus en détail l'histoire du Conseil de l'Europe, 75 ans de coopération européenne. On peut le retrouver dans toutes les bonnes librairies à Strasbourg et ailleurs, mais aussi sur le site du Conseil de l'Europe. Encore merci pour votre participation à l'émission. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt. Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.